à tout le monde. Bonsoir à Ah, Pepperpot qui a lancé un raid et on le en remercie. Merci Gay. Bonsoir Tupercule Oursidae. Bonsoir Fricadel. Bonsoir Draconaute, Matisse, Dracojo, BZH Développeur, Sakata Emi, Urianium Sigma, Phil 52 Night. Ça va trop vite, j'arrive plus à lire. Le système périodique, TF, Emily, Theta Sigma, Zelf Yenix, Ulysse Larevel, bref, tout le monde. Bonsoir et du coup bonsoir à ceux qui sont là parce que même si Thomas est malade, il y a bien des gens présents ce soir. Donc déjà bonsoir Gökhan qui possède de plus en plus une moustache soyeuse. Bonsoir Gökhan. Eh bien, bonsoir tout le monde. Oui, c'est novembre. Bonsoir à Arthur qui est un fan de Park Chan-wook et c'est un gage de qualité. Bonsoir à toi Arthur. bonsoir tout le monde. Et enfin, bonsoir à Rémi qui a été absent des 2 premiers lives sur la saison et qui arrive d'un coup tout frais pour parler de l'épisode de mi-saison. Bonsoir Rémi. Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir nous allons donc parler de Once, Upon Time. Il n'est pas vraiment facile à dire à l'oral. Donc premièrement. Résumons l'épisode. C'est simple. C'est le docteur qui veut sauver Yaz et Vinder en emmenant elle et Dan dans un ouragan temporel où toutes les temporalités vont être mélangées. Donc nous allons avoir Yaz qui va être dans son passé, son futur complètement mélangé. Dan aussi qui croise Diane qui a été kidnappée, nous le savons, par Azur dans le premier épisode. À côté de ça, le docteur se retrouve dans son passé et on découvre enfin un petit peu plus sur sa relation avec Swarm et Azur, déjà dans le temple d'Atropos, mais quand elle était... oui, on a oublié de dire, mais évidemment, ça va spoiler, hein, mais si vous êtes là dans un épisode qui revient sur un live qui revient sur nos avis, c'est logique, donc spoil. Donc du coup, le docteur se retrouve dans son passé en tant que le docteur Rousse, le docteur fugitif, avant que ce soit un docteur en fuite, donc, dans le cadre de la division. Quant à Vinder, lui, on le revoit dans son passé lorsqu'il était aux ordres d'un mystérieux grand serpent qui va le mener là où il était au tout début de The Halloween Apocalypse. En parallèle de ça, en dehors de l'ouragan temporel, nous suivons également l'histoire de Belle. Belle, une jeune femme qui combat Dalek et Cybermen dans un monde ravagé par le flux. Est-ce que vous trouvez que c'est déjà complet, peut-être comme résumé, ou est-ce que vous trouvez qu'il y a peut-être autre chose à dire ? C'est pas mal, hein, déjà. On oublie juste que le docteur retourne dans son passé propre aussi, dans un passé particulier. On l'a dit ça, je sais plus. Ouais. Oui, Ah, oui, je l'ai dit, oui, c'est là où elle, du coup, elle découvre sa relation avec Swarm et donc, du coup, qui elle était quand elle était encore le docteur Ross. Voilà. Donc, déjà, premièrement, commençons par le commencement. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode, par exemple, Rémi, qui n'était pas là du tout pour le moment dans les lives? Eh ben c'était dense. Faut savoir hein, que du groupe là, je suis le seul qui ne l'ai vu qu'une fois. Donc c'est typiquement le genre d'épisode en effet qu'il faut voir plusieurs fois. Donc je suis encore sur ma première impression qui était globalement très positive. En fait, c'est un épisode qui est foutraque, mais qui ne perd pas pour autant la personne qui le regarde. C'est-à-dire, c'est suffisamment bien découpé d'une manière assez structurée pour qu'on suive et qu'on comprenne en fait ce qui se passe avec les différents personnages, sans pour autant qu'on soit complètement largué et qu'on comprenne plus ce qui se passe. Par exemple, il y a ces scènes où on comprend que le 13e docteur est en fait le docteur Ruth, mais voilà, il y a une perception un peu différente des choses. Bon, ça, on le comprend assez vite et ça suit assez bien. J'ai d'ailleurs juste une réserve avec ça. J'aurais aimé voir quelque chose un petit peu différent, mais on pourrait y revenir plus tard. Donc globalement, c'était une bonne chose. C'est en tout cas un milieu de saison qui est très très fort et qui augure un final vraiment explosif. Mais bon, ça c'est comme tous les finaux de Doctor Who. Mais en tout cas, pour l'instant, Flux prend vraiment une bonne direction, quoi. D'accord. Gökhan, est-ce que tu es d'accord avec notre comparse Rémi? Oui. Vrai, ouais.
Oui. Peut-être tu peux un peu développer ton avis, parce que sinon le live va être très très court. Hein. Oui, bah là pour l'instant l'alternance un peu des 3 épisodes qu'on a eu, en fait, il ressemble plus au premier avec des choses un peu dans tous les sens. Et beaucoup de mystères, etc. Des questions qui sont répondues, donc j'aime bien. Moi j'aime aussi bien quand il y a un peu des choses dans tous les sens, des mystères, etc. C'est quelque chose qui me plaît. Donc j'aime bien. Ça change pas mal de l'épisode de la semaine précédente. Qui était un peu plus classique du coup dans sa classique, voilà. Qui m'avait plu, mais moyennement, on va dire. Mais voilà, et du coup, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, voir comment ça se développe. Mais pour l'instant, ça a l'air bien parti. D'accord, donc toi, tu préfères à la semaine dernière, parce qu'il me semble que tu étais un petit peu mitigé. Là, t'es de nouveau content. Let's go. Bon. Arthur. Alors moi j'ai énormément apprécié l'épisode, très dense aussi, beaucoup d'informations qui nous sont amenées dans cet épisode. Mais et en fait, ce que j'aime bien de manière générale dans cet épisode, c'est vraiment ce sentiment, un peu de dualité que j'ai ressenti dans cet épisode. C'était à la fois un épisode très dense, où on nous demande beaucoup de nous tenir concentrés, et paradoxalement, avec la fin de l'épisode notamment, je trouve que c'est un épisode qui a vraiment sa place au milieu de la saison. Un épisode où on a une bouffée d'air frais, en fait. Une bouffée de... On calme un peu. On a eu deux épisodes précédents où l'action était quand même bien mis en avant. On avait un gros coup de stress. Alors ici, ce qui est marrant, c'est qu'on atteint un climax qui, au final, chacun est dans son milieu. Il se passe pas grand-chose. En fait, c'est surtout de la discussion de personnages où on apprend plus sur les personnages, avec même un personnage qui apparaît complètement de nulle part. Et donc, c'est certes beaucoup d'informations, mais c'est des informations à rythme posé, en fait. Et j'aime bien ce côté très respirateur de l'épisode qui nous apaise un petit peu, comme pour terminer cet acte 1 de mi-saison et préparer la suite, en fait. J'aime beaucoup cette construction. Donc, dans le chat, nous avons Zelienix qui trouve que cet épisode était au final un bordel organisé. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément... Non, ça c'est juste un bordel, Rémi. Voilà. Bref. Donc, visuellement, par exemple cet épisode, parlons un peu du visuel. Qu'est-ce que vous avez pensé en fait Est-ce que vous avez aimé finalement Rémi. Oui, alors le stream, on en parlait juste avant de commencer, le stream quand la qualité baisse, on se rend compte tout de suite qu'on a besoin d'une bonne qualité pour apprécier ce genre d'effet. Beaucoup de couleurs, beaucoup d'effets de lumière et beaucoup d'effets de vortex et compagnie, donc ça peut vite devenir moche avec des qualités médiocres. Mais sinon, j'aime bien ce côté aussi très coloré. Alors là, c'est pareil, c'est une mémoire qui peut être un petit peu corrompue, mais j'avais l'impression que la fin de l'ère Moffat était plutôt dans des tons ternes. C'était vraiment une fin d'ère crépusculaire. On a eu aussi un petit début d'ère Whittaker qui reprenait un petit peu ces couleurs-là relativement calmes. Et puis là, par contre, on est encore une fois, alors là on n'est pas dans un bordel de scène, on est dans un bordel de couleurs, mais ça rend tout aussi bien, quoi. Ça rejoint à la fois le fait que le flux, c'est quelque chose qui explose un peu de partout, qui est en train de tout foutre en l'air, et puis cette explosion de couleurs reprendrait presque aussi le motif de ce ruban là qui se défait de bande-annonce en bande-annonce. Donc j'aime beaucoup en fait, l'aspect visuel est vraiment très très beau. Arthur, tu es d'accord, visuellement ça t'a plu? Moi, je suis très content parce que maintenant que j'ai revu l'épisode juste avant le live, et ce qui me surprend, c'est qu'à la fois on a eu donc les décors qu'on connaissait, avec parfois un petit peu de variance, et à la fois on a eu des décors très colorés, très nouveaux, avec Belle notamment, qui nous a permis quand même d'avoir aussi pas mal de décors plutôt innovants. Innovant non, parce que par exemple le vaisseau Louparé, on l'avait déjà vu, là on l'a juste d'un autre vaisseau et différent. Mais cette planète rouge, bon, qui du coup fait un peu Star Wars dans l'âme, moi j'ai beaucoup Même Star apprécié, Trek, ça me rappelle un début d'un film Star Trek où on avait comme ça une scène avec des arbres rouges au début. Je sais pas parce que j'ai pas vu les films Star Trek, mais... Et toi, Gökhan, visuellement, pareil, tu es toujours OK avec ce qui se passe Ouais. Pour le coup, j'ai eu la chance, entre guillemets, de pas le regarder immédiatement, l'épisode. C'est-à-dire que j'ai pu attendre de le récupérer en bonne qualité tout de suite. Je pense que j'ai gagné au change, clairement. Parce que j'imagine... En fait, les premiers épisodes, j'ai eu peut-être une petite frustration à pas les avoir en bonne qualité sur la saison.
Ouais. Du coup, ouais, c'est ça en fait. Même déjà les saisons précédentes, en fait, j'avais un peu dit bon, je le regarde pas tout de suite, j'attends un petit peu et je le chope quand il est en HD. D'accord. Alors, au début de la saison, j'ai pas réussi parce que je l'avais pas trouvé, mais là, je suis content. Il y a beaucoup d'effets, beaucoup de même outre que le vortex, outre que le flux, en fait, même quand ils sont dans le flux du temps. Il y a beaucoup de choses et ça rend très bien. Les effets spéciaux, ils sont tout à fait bien. J'ai pas spécialement de notes particulières à dire sur ça parce que ils se fondent dans ce qu'ils doivent être, j'ai envie de dire. Mhm. Mais non, c'est très bien. Après, il y a quelques effets aussi, genre, alors pas forcément spéciaux, mais plus des choses un peu différentes comme le costume, genre le costume de Whittaker qui est différent d'avant. Oui. Ça reste un aspect visuel que j'aime bien. Et aussi le Mais fait quand les gens ils changent de visage, ça c'était pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un beau bel effort de ce côté-là. Alors moi j'ai donné un peu mon avis parce que c'est intéressant parce que je suis un peu plus nuancé que vous quand même, hein. La première fois que j'ai vu l'épisode, dimanche soir, je vais vous avouer, c'était un peu l'enfer. Vraiment, j'ai pas passé un très bon moment devant l'épisode parce que je trouvais que c'était confus, que ça partait vraiment dans tous les sens. Et je comprenais pas pourquoi, en plus, on nous refoutait l'histoire de Belle en plus. C'est-à-dire, c'est déjà, il y a 6 épisodes pour l'histoire, c'est déjà dense, ça part déjà dans tous les sens. Et Chris, tu nous rajoutes encore un personnage. J'étais pas convaincu. Et effectivement, il y avait aussi quelques problèmes de stream, donc du coup, c'était un peu compliqué. Et quand je l'ai revu aujourd'hui, j'ai beaucoup plus apprécié déjà parce que l'épisode, il a eu le temps de mûrir en moi et je me suis rendu compte aussi que c'était vraiment un épisode osé, mais quand même qui était pas mal géré parce qu'il fallait le faire. Et visuellement, ça avait de la gueule, mais si je peux donner quand même quelques bémols. Les particules de flux bleu qui bougent dans l'air, désolé, je trouve ça moche. Désolé, j'ai l'impression que c'est des vieux effets du Ce début n'était de donc la pas que série. la qualité du stream. Non, ça, J'avais oublié ce truc. désolé, je l'ai revu en 1080 et aujourd'hui, c'est toujours dégoûtant. Les particules sont toujours dégoûtantes, Ah, et même concept, mais quand bon, même. C'est pas le meilleur disons-le, aspect. mais disons-le, il y a quand même énormément de choses en 50 minutes, donc on peut imaginer que le budget de cet épisode a été quand même pas mal utilisé, donc on peut excuser évidemment quelques effets moins réussis, vu la qualité visuelle de la saison jusque-là. Mhm. Donc du coup, continuons et arrêtons-nous justement sur cette narration. Parce que c'est quand même une narration assez particulière que nous avons dans cet épisode, où nous avons en gros 25 minutes où on est complètement dans le flou avant finalement de comprendre un peu ce qui se passe, de comprendre que le docteur essaye de rassembler, de bien cacher les personnages et de les retrouver en mettant des mouris à la place. C'est quand même un plan assez alambiqué, compliqué. Et je vois dans le live que Tubercule Orsidae s'est trouvé aussi paumé et ballotté dans tous les sens. Mais elle a plus apprécié ce 3e épisode, donc comme quoi mon avis il n'est pas tout à fait partagé par tout le monde, et tant mieux si des gens ont préféré et ont passé un bon moment, c'est une bonne chose. Donc du coup, la narration, est-ce que vous trouvez que ça a été maîtrisé, cette narration particulière, Gökhan? La narration, après, c'est compliqué d'en juger, comme pour tous les épisodes de cette saison, c'est compliqué d'en juger sur quelque chose découpé en 6. Oui, surtout pour celui-là, quoi. Surtout pour celui-là. Mais je pense que c'était plutôt bien géré en espérant que dans la suite, ça soit bien transformé, enfin, laisser que ce soit bien transformé. Parce qu'en fait, en fonction de ce qui peut être fait plus tard, ça peut être complètement foiré. Mais pour l'instant, ça s'augure bien, je pense, quand même. Alors, certes, des éléments qu'on connaît pas du tout, comme par exemple la mamie, là, qui dit au docteur que l'univers est terminé, tout ça. Cet univers est terminé. Qui sait? Voilà, il y a tous les éléments belles, etc. Mais bon, je pense que, s'ils sont là sur une durée assez courte de 6 épisodes, c'est pas pour rien. Et qu'on aura quelque chose vraiment qui va se regrouper, se relier à la fin.
Et je pense que vu le timing, ils vont pas s'embêter à tourner des choses superflues, D'accord. j'imagine. Oui, on imagine quand même que si ça a été fait en 6 épisodes écrits pour que ça tienne en une histoire, c'est que Chibnall, c'est quand même où ça va, où on peut du moins l'espérer, sinon c'est dommage. Arthur, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette narration? Est-ce que tu trouves que c'est réussi ou pas? Ce qui est marrant, c'est que cet épisode commence avec Belle, et j'étais là, oh non, c'est quoi ce perso? C'est pourquoi? Tu sais, d'un coup, tu te dis, ah non, mais on a déjà nos persos qui sont dans la merde, et là, vous nous rajoutez un perso random que personne ne connaît, qui fait Tu parles de Belle, là. coucou. Oui, Belle, le tout Ouais. premier, qui fait coucou, et ça se passe la vie. En fait, non, il y a les Daleks qui arrivent. Et puis, et puis globalement, ce qui est bien, c'est que Chibnall nous attrape en fait. Il nous attrape avec ses questionnements. Il nous laisse dans l'embarras de nos personnages. Et puis on a le docteur qui arrive, qui nous explique ce qui se passe. On cherche nos réponses. Je trouve que étonnamment, c'est séparé, c'est très dense, mais ça permet vraiment à nos personnages de vivre leurs instants particuliers et de les développer vraiment. Ça permet à Vinder, on peut creuser son passé, et du coup, ça permet au final que Belle, ce personnage que je m'étais dit, oh non, c'est que ça va être quoi ce personnage chiant? Et ben au final, il va permettre de construire quelque chose autour de Vinder, Ouais. il permet de développer Vinder, il permet de se développer elle-même, développer donc ces personnages qui avaient a priori pas grand-chose pour eux depuis le début. Et je le redis, hein, j'aime beaucoup vraiment de comparer cet épisode à tout ce qu'on a déjà vécu dans la saison, et vraiment de le voir comme cette fin de climax où on a vraiment nos réponses, mais pas tout complètement. On a résolu les premières questions de c'est quoi le flux, et maintenant la prochaine question qui va se poser dans l'acte 2, c'est comment on le combat et qui est derrière tout ça. Ouais. Donc on a des questions répondues, on a de nouvelles questions qui arrivent, on peut Et passer à quel est, l'acte 2, quoi. finalement, enfin, pourquoi ce serait le docteur qui est responsable du flux finalement? D'ailleurs, avant de donner la parole à Rémi, nous avons Dracojo dans le live qui dit que la mamie, comme l'appelle Gukan, ça se trouve, c'est son vrai nom en tant que Time Lady. Ce qui aurait une certaine gueule. Oui. J'ai envie de te dire qu'il y en a plein qui ont des noms bizarres. Hein. Dans Big Ouais. Finish surtout. En Big Finish, oui. Oui, mais bon, Il y en a un on qui parle de s'appelle ce qui est canon ce soir. Bref. Rémi, toi, cette narration, est-ce que tu trouves qu'elle est justifiée? Oui. Et qu'elle est bien gérée? Alors, bien gérée, je pense que ça dépend un peu de chacun, mais en tout cas, est-ce qu'elle est à propos dans un épisode pareil? Oui, complètement. Elle répond à deux choses très importantes dans le flux, qui est la notion d'urgence, et je pense que chaque personnage introduit se prend une situation bien critique dans la tronche. Même Belle, justement, je sentais plus ou moins la même chose que toi, Arthur. Je déteste quand, dans Doctor Who, quand d'autres films ou séries, on cherche à nous montrer qu'un personnage est super important ou autre, en fait, il vit pas grand-chose, et il disparaît à la fin de l'épisode, et on n'entend plus jamais parler. Là, c'est pas le cas. Là, dès les premières scènes où tu vois Belle, tu sens non seulement qu'elle est en danger, tu sais pas encore pourquoi elle court, mais tu sens qu'à chaque fois, sa mort est très très proche. Et en plus, ils arrivent à la rendre super badass en très peu de scènes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors après, est-ce que c'est toujours géré? Il y a parfois où ça te perd un petit peu quand même, et où tu sens que ça te perd plus par erreur que par maîtrise. Mais c'est tellement rare dans l'épisode qu'au final, bon, ça se laisse passer assez bien. Et puis il y a tout ce côté dont on n'a peut-être pas encore parlé, mais ce côté interception que le docteur fait dans toutes les scènes, qui joue un petit peu le liant en fait entre toutes ces rêveries, tous ces délires là, du flux. Et non seulement ça permet à Jodie du flux, du flux ou du flux, choisis Rémi, mais n'utilise pas les 3 prononciations. Hein. D'accord, eh bien je vais donc l'utiliser à l'envers, le Xulf. D'accord, j'allais dire pour je veux bien, mais tu t'y tiens jusqu'à la fin du live. Alors, d'accord. Sinon, on pourrait sortir le flou, vu l'épisode qu'on a vu. Oui, c'était plutôt floué. Mais termine quand même, Rémi, ta pensée avant qu'on t'écoute. Oui, donc du coup, le fait que voilà, il y ait Jodie en lien parmi ces éléments délire du Xulf, ça aide aussi du coup à tout lier ensemble et à faire quelque chose de plutôt cohérent. Et en fait, c'est ça qui ressort, c'est que tu as vraiment des bouts connectés entre eux, et ce qui fait que ça marche en fait. Ok. Donc, on va parler de nos amis Pepperpot qui, dans leur HO, disaient qu'ils avaient l'impression finalement que cet épisode, c'était peut-être l'un de ceux qui ont été compressés en un pour cause de Covid.
parce qu'il y avait beaucoup d'éléments, et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer, comme le disait John dans Gallicast, là vous voyez, hein, je raccroche les wagons en utilisant ce qui a été dit avant moi, qu'on aurait pu imaginer d'un côté un épisode sur tout ce qui se passe dans le tourbillon temporel, et d'un autre côté un épisode qui parlerait plus finalement de l'histoire de Belle et de ce qui tourne autour de Vinder. À vous de voir, mais est-ce que vous trouvez, vous, que cet épisode, ça se voit, qu'il était compressé pour prendre des choses qui devaient être en peut-être un épisode en 2 parties, ou finalement, est-ce que vous trouvez que non, que l'épisode, il fonctionne très bien en lui-même et qu'il aurait très bien pu être conçu comme ça à la base? Arthur, t'as l'air de faire la moue, je vais te donner la parole. Bah, en fait, c'est marrant, mais quand j'ai regardé l'épisode, je l'ai pas senti en fait. Moi, je me suis jamais posé la question avant, Ouais. après, pendant. C'est vraiment, j'ai envie de dire la vidéo des Pepperwood qui l'a soulevé et qui me dit ah peut-être. Mais pour dire que quelque part, j'ai envie de dire, même si c'est le cas, je trouve Ça a que été bien traité. ça a été bien j'irais. rattrapé en tout cas. Ouais, Et ok, d'accord. il a profité en tout cas de ce problème de tournage pour au final permettre à chacun d'avoir son petit spot et d'avoir sa petite narration et donc son développement. Hmm. Et je trouve que bizarrement, quelque part, ça a peut-être même amélioré l'épisode aussi. Même si ça a brouillé un petit peu, ça a amélioré en même temps. Et puis, au final, j'ai envie de dire presque pas tellement, parce que, allez, ils voyagent tous un petit peu dans leur timeline. Hein. Dans la timeline du Docteur, on retrouve les mêmes acteurs, on retrouve Yaz, Vinder, Dan. Dans la timeline bon, Dan, il est tout seul avec sa copine, mais Vinder, par exemple, il y a Yaz qui est tout le temps là avec lui. Oui. Je veux dire, pour une cause de Covid, bon, ok, ils sont quand même vachement éloignés, mais voilà, bon, ça se ressemble pas trop, je trouve. Et pour une cause de Covid aussi, l'astuce que chaque personnage soit finalement joué par des personnages du cast principal, c'est plutôt bien trouvé finalement, parce que c'est un épisode où il y a énormément de personnages dans tous les sens, mais joué par finalement un petit groupe, et c'est plutôt bien fait. Rémi, t'en penses quoi finalement de cette histoire de compresser, de pas compresser? Pour le coup, je suis un peu comme Arthur, j'y ai absolument pas pensé en regardant l'épisode. Déjà parce que c'était suffisamment neuf d'avoir une narration aussi compressée pour que, en fait, on ne remarque que ça et on n'essaye pas de penser au processus derrière ou aux éventuelles contraintes. Après, c'est vrai que c'est logique de se dire, voilà, le Covid, limiter les acteurs, etc. Ce qui est aussi une très bonne idée, hein. Déjà parce que on voit que Mandip et Jodie se sont éclatés à faire des rôles différents. Et d'ailleurs, elle joue très très bien les différents rôles. Le seul bémol que j'ai par rapport à ça, c'est que je voulais vraiment voir en fait des scènes avec le Dr. Ruth dans le bâtiment, et ça, ça c'est vraiment mon seul gros problème que j'ai eu. Jusqu'à la fin, je m'attendais à avoir ne serait-ce qu'une scène, et non, c'était que par des effets de miroir, ce qui était un petit peu dommage. Ouais. On la voit un petit peu à un moment donné, hein, à la place de Jodie. Hein. Oui, on la voit un petit peu, mais très rarement. Mais rarement. C'est peut-être pas fini. On verra peut-être plus Ruth dans la suite, maintenant qu'elle a été réintroduite. Gökhan, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui a été dit? T'es d'accord? Oui, un peu pareil. Vraiment. Pardon. Ne meurs pas. On est tous malades, c'est génial. On m'entendait pas, ok, j'étais muet. Oui. Donc, un peu pareil, je disais que juste avant, j'ai pas forcément remarqué même le fait de faire jouer un nombre réduit d'acteurs, j'avais même pas spécialement pensé en fait. Après, c'est bien fait. C'est vrai que tout ce qui va tourner autour de Belle, ça peut sembler un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça peut sortir d'un peu, on sait pas d'où ça sort, ça se met en plus, et puis voilà. Donc effectivement, on peut se dire, peut-être que ça avait sa place autre part. Après, je sais pas si, avec le contenu qu'on avait là sur son histoire, ça pourrait vraiment donner un épisode complet non plus. Je sais pas. C'est vrai que c'est plus difficile à imaginer. Oui, mais c'est vrai quand même. Après, juste sur le Dr. Ruth, elle était là avec tout le monde hein, sur le tournage. Parce que les scènes de miroir là, en fait, c'est pas vraiment elle était incrustée ou quoi que ce soit. En fait, c'était vraiment les deux ils étaient à côté. Et en fait, ils filmaient d'un certain angle, en fait, qu'on ait l'impression que ce soit le reflet du coup de Whittaker, mais qu'en fait, ce soit juste le reflet de la personne qui était juste à côté. C'est un petit truc comme ça qu'ils ont fait, alors qu'à la base, ils ont pris un truc beaucoup plus compliqué. Les practicals, ça a du bon. Hein. Donc, elle était vraiment collée, quoi. D'accord. Elle aurait pu faire plus de trucs, mais peut-être bientôt. Oui, on imagine bien que Jo Martin n'est pas venu faire qu'un tout petit coucou dans cet épisode et qu'elle va voir un rôle peut-être dans la suite.
On verra. J'ai envie de dire, on a Petit- plus eu Joe Martin que le chien au final. Hein. Le Oh, chien. le chien. En parlant de chien, petit tour sur le chat. Oula, elle est pas ouf cette transition. Nous avons Tubercule. Thomas, est-ce que tu peux revenir s'il te plaît Tubercule Ursidae nous dit que elle souhaite bonne chance à Vinder et Belle parce que c'est déjà galère de trouver quelqu'un dans un supermarché. Donc dans tout un univers, bonne chance à eux. Et nous avons Julien, notre Julien Fricadel à nous, qui nous dit qu'il adore Belle et que ça permet de voir les conséquences du flux ou du flux, comme tu veux, et ça rend l'univers plus vaste. Et là, ça me permet de faire un petit point qui avait été soulevé, il me semble, par Dr. Key, disait que finalement, le flux, ça reste un peu vague quand même, cette histoire, parce que on l'a vu dans le premier épisode détruire des planètes entières d'un claquement de doigts. Et là, finalement, sur la planète de Belle, ça ne détruit pas la planète, ça la ravage seulement, mais elle est toujours physiquement là. Et donc, du coup, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui sera réglé après, ou est-ce que c'est une première incohérence liée au fait que le flux est une menace peut-être trop grande pour être gérée scénaristiquement sans artifice, finalement, Gökhan? Bah, à la base, moi, j'avais vu ça vraiment comme, de façon autre encore, c'était que y a une sorte d'avant et d'après Flux, mais en fait que tu sois dedans avec une sorte de monde un peu dans le flux. En fait, que vraiment, en fait, le flux, il bouffe un peu tout ce qu'il a, en fait, et qu'après, ce qu'il y a à l'intérieur du flux, après, c'est un petit peu autre chose. C'est un petit peu pareil, mais un petit peu autre chose. Et donc, c'est-à-dire que techniquement, tout serait détruit dans notre vision, de notre point de vue, tout serait détruit. Mais en fait, ce qu'on voit, ce serait à l'intérieur du flux. Au final, bon, ça c'était le premier point de vue que j'avais. Et après avoir vu la scène où Vinder, à la fin de l'épisode, il arrive chez lui et tout est détruit, je me suis dit, ouais, non, ça colle pas en fait. C'est l'un ou l'autre, je sais pas. Mais je sais pas trop, j'attends de voir, mais pour l'instant, ça donc un peu un point en suspens pour toi, quoi. Ouais, à la base, moi, je voyais limite ça comme un après-monde un peu, mais... Oui, c'est ça, ça a l'air d'être après le passage du flux, mais donc du coup, pourquoi le flux n'a pas complètement annihilé cette planète? C'est une question... Arthur, est-ce que tu trouves que c'est pour le moment une incohérence, ou juste tu attends de voir ce qu'il en sera fait Oui, non, je vais dire pareil, c'est compliqué en vrai, parce que... J'avoue que, bon, j'ai peut-être pas fait gaffe à cet aspect-là aussi pendant la lecture de l'épisode. Et c'est vrai que c'est compliqué de ne pas se dire un petit souci scénaristique. Maintenant, après, il y a on a vu qu'il y avait des vaisseaux Lupari qui avaient été ravagés. Et donc, ça veut peut-être dire que tous les vaisseaux Lupari qui étaient peut-être censés protéger certaines planètes n'ont réussi qu'à protéger qu'une partie et qu'il y a eu des failles et qui auraient pu, voilà. Je pense qu'on peut trouver des explications de ce côté-là, que les races qui protègent les planètes, bah, elles étaient peut-être pas tous au bon endroit au bon moment. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'effectivement, ça fait un petit peu tâche quand on y repense. Après, encore une fois, la saison n'est pas finie, hein, donc c'est effectivement des questionnements que nous avons, mais on ne fait pas de J'ai envie de dire, hâtive, hein, évidemment. La scène en question, au-delà du fait qu'il y avait ce petit problème de décor, on peut se poser des questions, effectivement, elle est surtout là pour permettre ce montage de plans très intéressant entre Vinder et Belle qui racontent du coup leur histoire. Donc au final, la scène est plutôt bien utilisée, plutôt bien faite. C'est vrai maintenant qu'il y a des petits détails comme ça. Donc dans le chat, nous avons des personnes qui proposent des réflexions hein, pour régler ce problème. Nous avons Julien Fricadel qui nous dit le flux est peut-être passé proche de la planète de Belle, mais pas vraiment sur la planète. Et c'est possible, c'est une explication qui pourrait se comprendre, s'expliquer. Et nous avons Dracojo qui nous dit que le flux il a trop mangé, il arrive au bout de l'univers et il bouffe juste des gens en dessert. Donc vous choisissez l'explication que vous préférez. Et Rémi, pour conclure sur cette histoire de flux qui pourrait être
pas assez bien définie. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai le droit de redire flux? Je continue avec Non, flux. non, non, toi, jusqu'à la fin du live, tu dis pas flou. D'accord. En fait, j'ai jamais pensé que c'était vraiment une incohérence parce qu'on parle de quelque chose qui est en train de détruire un univers, qui est en train de tout déchirer, que ce soit sur le temps, sur l'espace. Donc, j'ai du mal à concevoir que quelque chose d'aussi complexe devrait réagir à une loi très simple, en fait. Mhm. Et puis, en fait, c'est un peu comme n'importe quelle réaction, qu'elle soit chimique ou physique ou autre, elle dépend de pas mal de facteurs, de champs magnétiques, les planètes sont toutes différentes. Donc, en fait, ça me choque pas que sur certaines planètes, ça les détruise complètement, sur d'autres, ça les ravage, peut-être que sur certaines, ça fait rien, peut-être que ça va même créer des planètes. On parle d'un événement complètement chaotique et aléatoire. Donc au final, le fait que certaines planètes soient juste ravagées en surface, pour moi, c'est pas une incohérence, c'est juste une des caractéristiques du flux. Ouais. Alors peut-être que d'autres propos futurs du Xulf, pardon. Peut-être que d'autres propos futurs me feront dire que c'est une incohérence, mais pour l'instant, ça me choque pas plus que ça. D'accord, oui. Après, de toute façon, c'est très... je te donne la parole, Ouais, Arthur. bah, C'est t'inquiète, très t'inquiète. difficile de... Non, t'inquiète. c'est assez difficile finalement de donner des avis définitifs puisqu'on est sur une saison très particulière C'est la avec mitag. une histoire qui n'est pas finie, donc Hmm. on n'en est qu'à faire des hypothèses, des choses qu'on aimerait qu'ils soient expliquées ou pas. Arthur, qu'est-ce que tu avais à dire là-dessus? Bell, dans les histoires de Bell, on sait que les Cybermen, donc les Santarans et les Daleks ont survécu au flux. Donc ces planètes et qu'ils se sont répartis donc les différents restants en secteurs, hein, les secteurs Daleks et secteurs Cybermen qui vont rentrer en guerre, c'est inévitable. Donc si ça se trouve, c'est juste des planètes que les Daleks et les Cybermen ont protégées pour X raisons, le contrôle de la planète, la destruction. Voilà. Ou alors c'était peut-être tout simplement Scarrow, Mondas. On sait pas. Et en tout cas, j'ai l'impression que c'était encore des nouveaux Cybermen, il me semble. Ou alors j'ai plus le compas dans l'œil. Les mêmes, hein, mais j'ai l'impression qu'ils Ouais. ont des espèces de galons picots qui n'étaient pas là en saison 12. Oui, ça- en revoyant, mais... Ils ont des picots dans la saison 12. Ah oui. Bon, bah... Ah, ils s'appellent de l'épaule. Bon, dans la saison Dernier 2, ils se truc sur le- régénéraient, donc... On va Il y avait juste un dernier- enchaîner... Ah, non, vas-y, dire... Ouais, juste un dernier truc qui m'embête un peu sur le flux. Premier épisode, on nous montre ça comme la plus grosse menace jamais. Et à raison, un peu, vu ce qu'on nous montre. Mais en fait, j'ai l'impression que maintenant, qu'on est à 3 épisodes, c'est pas du tout la menace la plus importante, en fait. Le flux, c'était juste le déclencheur, et la menace importante, c'est le temps. C'est ce qui se passe sur la planète Time, et en fait, le flux, c'était juste le moyen de casser la planète, et ce qui est important, c'est la planète, et les mouris, tout ça. Et le flux, on n'en parle plus, en vrai. Oui, mais après, on va sans Ouais. doute en reparler Oui. parce que maintenant, on en est aux survivants du flux quand même, donc on risque d'en reparler, mais d'accord, on accepte. Bref, enchaînons parce que le temps file, et nous avons encore beaucoup de choses à traiter parce que cet épisode est dense. Donc, du coup, nous en... Le Mia. Il est dense. Non, il est dense, c'est bon. Oh là là. Au revoir. Ah là 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 là. Alors, Humour belge, bonjour. donc du coup, nous avons des nouveaux éléments sur le passé du Docteur. Nous les attendions depuis Fugitive of the Judu, Juduns. qui date, mon Dieu, de maintenant, les révélations de cet épisode sont loin derrière nous, et depuis Timeless Children, faire longtemps, parce qu'il me semble qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, qu'on attend des nouvelles informations sur le passé mystérieux du Docteur, que même le Docteur, il s'en souvient plus. Et nous en avons enfin, nous avons quelques petites bribes dans cet épisode. Alors c'est morcelé, c'est pas fini, on ne sait pas encore tout, mais on sait que le Docteur Rousse a fait partie de la division. La division, à la différence de ce qu'on aurait pu penser dans saison 12, ce n'est pas du tout une faction gallifréenne, mais c'est une faction où on trouve des Liparis, ça on le sait depuis The Halloween Apocalypse. Mais ce que nous avons découvert, c'est que le fameux Carvanista faisait partie de l'équipe du Docteur Rousse. Et donc, du coup, le Docteur Rousse a agi pendant le siège de la planète Time du temple d'Atropos pour punir et piéger Swarm, qui se retrouve, du coup, bien fait comme un rat grâce à un personnage qui s'appelle, enfin, une race qui s'appelle les Passagers, qui peut contenir finalement un millier de corps en lui-même. Encore un concept vraiment bien alambiqué présent dans cet épisode et dont ça n'arrête pas. Alors, est-ce que vous êtes content des nouveaux éléments que nous avons sur la vie du Docteur? Est-ce que ça vous convainc, Rémi?
c'est pas assez. Alors, ouais, être convaincu, c'est difficile parce qu'il n'y a pas tant de nouveaux éléments que ça, à part le fait que voilà, la division est plus une faction de mercenaires que une faction purement gallifréenne. La confrontation, on avait compris d'Halloween Apocalypse que c'était pas la première fois que Swarm et Azure affrontaient le Docteur, donc c'est pas mal, mais on en veut vraiment toujours plus, en fait. Et on voudra de toute façon toujours plus. Donc j'attends de voir un petit peu où ça va aller et comprendre déjà pourquoi le Docteur a dû se rendre sur Atropos. Enfin, j'aimerais bien voir un peu avant, du coup. Oui. Surtout qu'on est un peu paumé comme le docteur Whittaker est paumé au début, quoi, finalement. Arthur, est-ce que tu es convaincu pour le moment des premières clés du mystère? Mais je suis convaincu par l'utilité scénaristique que ça a, c'est-à-dire que ça permet de paumer notre docteur encore plus, de se poser encore plus de questions, de lui faire encore plus évoluer en termes de personnage, de toujours plus de poser des questions, d'augmenter sa capacité. Je vois surtout là-dedans, en fait, cette scène quand ils reviennent, en fait, où elle est désespérée de n'avoir que des bribes de réponses. Ouais. Moi, ça me convainc. Je dois avouer que oui, il n'y a pas beaucoup. On a vraiment que le passé de cet événement-là précis, à l'instant précis où il s'est passé, c'est-à-dire quand ils ont recapturé Swarm et Azure. Mais voilà, mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on a cette confrontation entre Azure Swarm, on comprend qui ils sont, d'où ils viennent, leur animosité par rapport au Docteur, on comprend mieux cette relation. Rouf, j'ai pas l'impression qu'on en sait plus sur elle, mais pour autant son caractère est bien respecté. Mais comme on dit, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette relation entre les différents membres de la division, qui est plutôt intéressante, de comment ils stressent entre eux, leur relation entre personnages. Et puis, bah, ce personnage mystérieux, est-ce qu'il faisait partie de la division? Quelqu'un d'autre? Enfin, cette mamie donc, Ouais. qui nous donne au moins une information, que, le flux, enfin ces problèmes-là ont pour origine, en tout cas ont un lien avec le Docteur, en la personne de cette personne-là. Et puis, bah, aussi le décor de cette personne, on ne sait pas très bien où ça se passe. Alors, Encore moi un peu c'était marrant. violet, néon. Moi, c'était marrant, la première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était le décor tu sais, des catacombes de Gallifrey. Tu sais que quand le 12e Docteur revient avec Clara à la fin de la saison 9, Oui, oui, je vois. voilà, moi ça me rappelait ça, mais genre où ils auraient installé, des néons en plus, Parce voilà. que c'est un peu sombre, te dis Pour faire un peu boîte de nuit, quoi. Donc, Voilà! On va faire un petit golf miniature là-dedans, ça va être génial. Moi, de toute façon, je l'ai toujours dit, c'est Oméga, point. Gökhan, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu es convaincu par ces histoires de passé du Docteur? Bah, j'attends de voir, parce que comme disait tout à l'heure mes camarades, il n'y a pas tant de réponses que ça au final. Il y a des débuts de pistes, certes. Mais bon, on sait pas où ça va encore. En fait, moi, j'ai toujours pas envie de savoir d'où vient le Docteur, mais j'ai quand même envie de savoir cette histoire-là, qu'est-ce que c'est, en fait. Oui, là, c'est pas lié à qui. Oui, non, c'est pas lié, voilà. L'enfant intemporel, mais vraiment Docteur Who. Cette histoire de division, tout ça, donnez-moi maintenant, c'est bon. Donc, du coup, après, en parlant de... Ah, pardon, non, vas-y, termine. Alors, juste du coup... Oui, Rémi, tu auras la parole, mais peut-être Gökhan termine ta phrase. Ouais, il y a juste en fait, par rapport à... J'aimerais bien savoir qui est... En fait, parce qu'on a vu qu'il y avait un Lupari, probablement Carvanista dans l'équipe de Doctor Who, mais c'est qui les autres, en fait, on sait pas. Bah voilà, justement, c'était ma question, en fait. C'était évidemment ma future question. Bah du coup, Rémi, est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on en vienne à cette équipe? Non, parce que j'allais dire ce que le monsieur, il a dit. Ah bah d'accord, je savais pas qui c'était. En fait, on était trois. Moi, j'ai pensé à la même chose. Alors, donc du coup... nous avons une équipe de division composée de 4 personnages. Nous avons donc le Docteur Rousse, qui est joué dans le tourbillon temporel par le Docteur Whittaker, qui possède un manteau noir. Nous avons donc Dan, qui finalement est Carvanista. Oui, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. C'est pas étonnant. Voilà, donc c'est plutôt rigolo d'imaginer que Dan jouait finalement le Lupari qui lui est relié par son ADN, c'est rigolo. Mais nous avons donc du coup encore 2 inconnus, qui sont les personnages joué par Yaz et Vinder.
Donc, nous avons eu il y a pas mal de théories qui ont popé. Certaines personnes pensent que Yaz, finalement, jouait Gat. Gat, qui est le personnage la Gallifrienne, qui est à la recherche du docteur Rousse dans Fugitive of the Blue Dawn, qui a mis un contrat sur le docteur Rousse. Purée, j'ai pas revu la saison, donc je me rappelle Ouais. plus. Oui, donc c'est pour ça que je rappelle. Ah oui, donc ça pourrait effectivement. être Gat. Haute théorie, Vinder, en fait, il joue le rôle de Vinder. Où en fait, Vinder, il faisait partie de la division et c'était bien lui qui était présent physiquement en fait. Et Chibnall essaye de nous la faire à l'envers en nous faisant penser qu'il y a un autre personnage dont on ne connaît pas le visage, alors qu'en fait c'est juste Vinder. C'est peut-être un peu confus ce que je dis. Est-ce que vous avez des idées, des théories sur qui peuvent être les personnages de l'équipe qui sont pour le moment joués, qui sont physiquement interprété Vinder par qui se rappelle- Gill et par Anderson. Vinder qui se rappellerait pas du tout du docteur ni de personne du Ah, groupe. quoi. tu sais, les effacements de mémoire. Hein, Peut-être que c'est. Ouais, mais attends. Après, ça peut être le futur de Vinder tout en étant Ouais. le passé du docteur. On n'est pas à l'abri Oui. d'un les fameuses timey-wimey. timelines. Ouais, éventuellement. Non, mais c'est que des théories comme ça qui pop. Donc évidemment que ça Non, sera sans doute pas ça. Hein. Hmm. Non, mais il y a Moi, je pense que Dan, c'est Carvanista. Heureusement que tu es là, Gekana. Tu te mouilles pas trop, toi. Hein. Alors moi, je Non. pense qu'il y a Riversong et on l'aurait là pas là. vu. En fait, Et Yaz, si c'était la Rani, en fait. c'est génie. Bon, En après, fait, dites-nous dans le chat si vous avez des idées sur qui peuvent être ces deux personnages qui sont plutôt encore J'ai secrets, mais on va plus en tête pas- le nom le nom du compagnon du Dr. Roof dans Alors, Fugitive of the je Blue sais plus. Mais Vinder pourrait très bien jouer ce personnage-là, effectivement, ouais. Ou Yaz, parce qu'on a vu que Yaz pouvait aussi jouer des hommes quand Mandil joue finalement ce qui est le commandant de Vinder qui va le lier, qui va lui donner la mission du grand serpent, donc tout est possible. Ou alors, il va nous la faire doublement à l'envers avec Yaz qui joue son propre rôle et qu'en fait, c'est pas du tout une humaine. Ouais. Donc du coup en régie on D'accord, dit qu'on est à la bourre, donc on va peut-être pas passer un peu plus de temps sur cette Elle va se histoire-là. calmer la régie, hein. Donc de toute façon on fait bien le temps qu'on veut et toi tu trives. De toute façon, c'est Thomas qui t'est présenté. Voilà, donc on est à la bourre. Régie on te promet, on fait au plus vite, mais c'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de choses à dire dans cet épisode. Donc du coup on va revenir très vite sur les nouveaux éléments de la planète Time parce que c'était le prochain point, mais finalement on en a déjà beaucoup parlé en fait. Je vais donc revenir, je vais poser une simple question. Est-ce que vous êtes positif sur cette histoire de guerre entre le temps et l'espace? Parce que jusque-là dans Doctor Who, le temps et l'espace, ça a toujours été quelque chose qui était finalement relié, qui était le docteur voyage dans le temps et l'espace. Et là, il y a Chibnall qui arrive après 39 saisons pour nous dire non, en fait, le temps et l'espace, ils se battent. C'est la bagarre. Qu'est-ce que vous trouvez finalement de ce retournement de situation, Gökhan? Moi, en fait, je trouve ça intriguant, comme tous les points précédents. Parce qu'en fait, je me suis demandé vraiment, est-ce que le docteur et compagnie, est-ce que c'est vraiment les gentils, en fait? Des fois, j'ai pu me demander. Parce que vraiment, il y a... Bon, certes, t'as Swarm qui est là, oui, on veut régner en enfer, machin. Mais en soi, le reste du temps, ce qu'il dit, c'est qu'il veut libérer le temps. Oui, après, il y a peu de... Enfin, si on nous dit finalement que Swarm, c'est un gentil, ça sera peut-être un retournement de situation un peu absurde. Hein. Alors, pas forcément mais gentil, mais effectivement, la division, on peut très bien imaginer que c'est pas forcément des enfants de cœur. Oui, Ça, voilà, pas forcément que Swarm c'est un gentil, mais que les deux ont des choses à se reprocher, et qu'au final, même les Mouri, on est dit les Mouri, au début on nous les présente un peu comme des sauveurs, on sait pas d'où, on sait pas qui c'est, mais ça tombe en fait, on sait pas qui c'est en fait, peut-être qu'il y a des choses sombres derrière les Mouri, on sait pas. En fait, c'est vraiment quelque chose que j'attends de voir. Et notamment avec la division, le fait que Roos, c'est le docteur qui est plus commandante, on va dire. Il y a vraiment des choses qui peuvent être plus graves. Et donc voilà. Et je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Donc c'est pas... Donc voilà. Du coup, Arthur, toi, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de bataille entre le temps et l'espace? Oh, moi je pense qu'on m'a déjà inventé pour Time Lord Victorious des races qui pouvaient te dire voilà combien de temps tu allais encore survivre dans tout l'univers.
Et voilà, on va te dire, voilà, tu as encore 100 ans, et puis après, toute la race s'éteint. Donc moi, je pense que quand on invente des concepts pareils dans Doctor Who, on peut relativement avoir beaucoup de choses dans la vie. Moi, je suis pas, ça m'étonne pas du tout. Enfin, c'est pas des concepts qui, pour moi, je veux dire, c'est très faisable, quoi. Ça me dérange pas du tout. Rémi, la bagarre. La Et- bagarre entre la le temps et bagarre. l'espace. Tu en penses quoi, toi? C'est vachement intéressant en fait, et c'est vrai que l'angle de Gökhan est plutôt pas mal aussi, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des factions qui vont chercher à défendre Ouais. l'espace, des factions que le temps. Il n'y a pas forcément de bon et de mauvais, parce que enfin, c'est ce que tu choisis, c'est quoi le bon entre le temps et l'espace, c'est pas possible à deviner. Même les mouris, est-ce qu'il faut les laisser, est-ce qu'il faut les retirer? Moi, je serais d'avis de vivre et laisser mourir, mais Oh là 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 là! On peut dire Oh, il est qu'avant, il dur, s'appelait celui-là, Ici, il est dur. il a fait Oh là là! des reportages sur... Et puis les mourir ont l'air quand même plutôt neutres dans l'histoire, mais ouais. de Bah toute oui, façon, mais l'air. du coup, ouais, on l'air, ouais, ils sont Après, censés incarner le temps, ou que le temps ou l'espace. C'est vrai que c'est ça pour le coup, c'est pas le encore temps, fait. pour le moment, les Que le Mouris sont temps. là. Parce que le temps, il est running wild, il était libre, il faisait ce qu'il voulait, et les Mouris sont censés le contenir pour que ce soit plutôt linéaire. Il y a une histoire de multivers dans le coin. De toute façon, on le sait à la fin, vu qu'il y a la mamie qui dit que cet univers en a fini à cause du Docteur, ce qui vous sous-entend qu'il y a plein d'autres univers dans le coin. Et pour conclure, moi je dirais juste qu'effectivement la division, il y a peu de chances que ce soit juste des gentils, parce que de toute façon ce sont des militaires. Donc voilà. C'était le point militant. Il y a le point rigolo. Ça fait réfléchir. Il y a le point rigolo que du coup, ce soit les seigneurs du temps qui au final défendent plus l'espace. Voilà. Oui. Oui, Oui, après, comme c'est vrai que je connais si... pas le bon club de foot. Non, mais c'est vrai que si les Gallifréens sont mêlés à la division et mêlent des gens de la division, mais il faut pas en parler parce que dans Timely Children, quand même, c'était effacé de la matrice, on n'en parle pas, etc. On peut imaginer que c'est juste une manière pour les Time Lords de contrôler le temps, parce qu'on sait très bien qu'ils aiment bien ça, contrôler le temps, donc c'est peut-être oui, il y a juste, bien eu la CIA dans voilà. les classiques. Donc... Et c'est vrai que ça rejoint peut-être les dernières scènes de Timeless Children où on voyait justement une sorte d'agence secrète sur Gallifrey qui se mettait en place de magouille. Et ça va peut-être et sûrement découler à cette intervention sur Atropos, quelque chose qui va sérieusement déconner et qui va être effacé de la matrice pour un peu revenir à zéro, quoi. Donc, avant d'enchaîner, nous allons du coup avoir 2 messages du chat et 2 messages de Marie, ma chère et tendre, qui dit des choses très pertinentes comme d'habitude. Elle dit que en vrai, le vrai méchant c'est Dan et que Mouri peut attendre. Voilà, merci Marie pour ta participation. Voilà. On va enchaîner. Alors, on en est où? J'ai envie d'en faire des posters donc, maintenant. notre C'est jour, terrible. Alors, donc du coup, on a beaucoup parlé de Swarm et Azure, parce que ce sont quand même les méchants qui sont au centre pour le moment de cette saison. Leur motivation, parce que à la fin de l'épisode, on nous dit non, mais en fait, nous, on a été là juste pour... parce que le flux, il a pourri l'espace, et maintenant, en faisant ce qu'on a fait avec les Mouris, on a un peu pourri le temps, ça nous suffit, vous pouvez partir, bisous. Donc, les motivations sont peut-être un petit peu vagues pour le moment. Est-ce que vous trouvez que c'est des personnages qui sont toujours aussi charismatiques? Et est-ce que vous trouvez que les motivations, finalement, de Swarm et Azure sont compréhensibles? Parce qu'on est quand même à la moitié de la saison, maintenant, Rémi. Rémi, c'est toi. Ouais, oui, non, mais je réfléchis. Non, parce que ça a bugué pile au moment où tu as cité mon patronyme. Ouais, niveau motivation, après, sans tomber dans le côté agro méchant, on comprend qu'ils veulent. Enfin, il y a une sorte de domination, une sorte de chaos qui va être imposé. Donc, l'idée d'empoisonner le temps pour que le poison se répande. Aujourd'hui, on a vu ce que ça faisait le Xulf du coup sur l'espace, mais on ne sait pas ce que ça va donner sur le temps. Si ça bouffe des planètes, qu'est-ce que ça va faire sur des lignes temporelles, sur des vies, sur ce genre de choses? Non, c'est vrai qu'il manque encore 2-3 pièces à l'échiquier pour comprendre vraiment. On ne sait pas d'ailleurs si Swarm et Azure bossent pour eux, s'ils bossent pour quelqu'un ou s'il n'y a pas une autre finalité derrière. C'est peut-être des marchands de mort aussi, puisqu'on voit que dans les derniers moments de ces mondes abandonnés, t'as les Daleks, Cyberman et Sontaran qui essayent de se bouffer les parties restantes de l'univers. Peut-être qu'il y a aussi une affaire avec eux. Faut voir. Comme tu dis, il reste 3 épisodes derrière, ça peut sûrement s'éclaircir. Ok. Arthur, est-ce que tu es convaincu par les motivations de ces 2 gros méchants? En tout cas, ils n'ont rien perdu en charisme. Ok. Pour moi, ils ont
Ils sont toujours aussi bien joués, toujours aussi menaçants et toujours bien écrits de ce côté-là. Et j'ai envie de dire, moi je suis prêt à attendre encore un petit peu, pour plus parce que, heu, c'est qu'une partie du plan en vrai. Moi, enfin, Ouais. comme je le vois, pour moi, on est arrivé en mi-saison. Ce qu'on a vu là, je pense que même dans l'épisode précédent, heu, ils ont en tête quelque chose de plus grand que juste Astropos Mm. et les Maoris. Enfin, Oui, bien sûr. Ouais. c'est mon avis, mais Et c'est là que tu te rends compte que 6 épisodes pour articuler un truc pareil, c'est quand même vachement chaud, quoi. Bah, et si ça fait faire cet épisode, Shim Knowles doit savoir ce qu'il fait, on peut l'espérer. Gökhan, pour conclure sur cette histoire de motivation, est-ce que tu es convaincu ou est-ce que tu trouves que franchement, quand même depuis 3 épisodes, on nous dit qu'ils sont méchants, mais ils font pas grand-chose. Mais pour moi, c'est vraiment la faction adverse, en fait, les défenseurs de l'espace contre les défenseurs du temps. Et Ok. dans les faits, effectivement, là, tout de suite, ils font pas grand chose. Au début, on nous présente la plus grande menace. Là, maintenant, un peu moins. On a un peu perdu cet aspect un peu némésis du Docteur aussi. Mhm. Mais par contre, comme disait Arthur, en charisme, là, ça va. Même encore plus maintenant, avec son ancien design, qui est Ouais. assez attrayant, je sais pas, à défaut Oui. d'un meilleur mot. Euh, Donc ouais, j'attends de voir. J'espère que ça va quand même rebondir un peu leur motivation, parce que là, bon, elles étaient là, elles commencent à être un peu moins là. mhm. J'aimerais bien qu'elles reviennent un peu plus, quoi. Moi, si je peux me permettre une petite nuance aussi, je trouve quand même que c'est peut-être un petit peu mal joué de la part de Swarm et Azure de permettre au docteur de découvrir quels a été les liens entre le docteur et eux dans le passé, alors qu'avant, elle n'en savait rien et qu'ils avaient quand même pas mal de cartes d'avance, et là, ça commence un peu à disparaître. Donc, C'est un peu l'orgueil des bizarre. méchants, ça. Oui. Mais donc, du coup, cet épisode, il est important. Arthur, tu avais quelque chose à dire? oui, au final, je suis pas si certain que ça parce qu'en vrai, quand tu vois leur réaction par rapport au fait qu'elle a quasiment pas eu de réponse, en fait, ils en prenaient beaucoup de plaisir. Donc je sais pas Oui, vraiment, oui, oui, oui. voilà. Ils sont toujours très joueurs, ces deux-là. Ouais. Et donc, du coup, cet épisode, par rapport aux deux précédents, ils ont quand même une particularité, c'est qu'on voit très peu le nouveau Swarm, mais on voit beaucoup dans les flashbacks, celui qui est crédité en tant que The Old Swarm, qu'on voit très brièvement au début de The Halloween Apocalypse, avant que Swarm se régénère, je veux dire se régénérer, parce que ça y ressemble quand même si je ne dis pas que c'est un Time Lord. Est-ce que vous aimez finalement ce vieux Swarm qui est pas mal développé et qui a un caractère quand même très différent de celui qu'on connaît, moins cabotin, plus machiavélique peut-être, moins joueur. Rémi, t'as bien aimé toi cette espèce de marcheur blanc de Doctor Who finalement? Oui, oui, tu fais référence à une série que je connais pas, mais oui. Je te crois sur parole. Je sais que c'est Walking Dead. C'était juste au niveau du visuel, alors j'essaye pas D'accord. de faire... Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Enfin, j'aime beaucoup les différentes propositions et en plus le terme régénération, puisque même dans sa version humaine, on supposerait que c'est lui, en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Donc c'est le grand serpent. C'est vrai qu'on a des comportements qui sont très différents parce que on a c'est des contextes très différents. On a l'empereur vaniteux, on a le déchu qui cherche sa vengeance, et on a la personne qui est très contente de revenir sur le devant de la scène pour foutre le sbol. Donc ça, c'est plutôt pas mal, et on a presque envie de les voir tous les trois ensemble, en fait. Ouais. Et sachant qu'ils jouent beaucoup avec le temps, c'est peut-être quelque chose qui va arriver. Oh, Arthur, est-ce que tu apprécies ce Old Swarm? Oui, pas mal. Vraiment pas mal, oui. Moi, je l'aime bien. Déjà, je l'aimais bien dans le premier épisode, même dans les quelques secondes qu'il apparaissait. Et puis, là, je trouve qu'on a plus en face de nous un méchant un peu traditionnel en mode je suis le méchant Ouais. et je vais t'expliquer mon plan. C'est un peu facile, mais moi j'aime bien quand même. Il manque Oui, le chat blanc, en fait. ça donne peut-être à côté. Il manque le chat blanc, effectivement. Non, mais c'est vrai que Old Swarm ressemble finalement un peu plus à la façon dont a été écrit le maître sous Delgado, sous les classiques, alors que le nouveau Swarm est plutôt quelque chose de. Une façon plus cabotin. Peut-être un peu plus John Sim, du coup. Ouais, mais bon, je ne dis Voilà. pas que Swarm c'est le maître, parce que je sais que ça circule dans Demain, les réseaux. tu verras sur Twitter, Tardistory pense que Swarm est le maître. Azure, c'est Missy, voilà. Comme ça, non, je ne valide pas ces théories. Gökhan, est-ce que tu as apprécié ce Old Swarm, toi? Ouais. Bon, après, il fait pas grand chose, mais il est là. Oui, il est là pour se faire emprisonner, hein, globalement. Il fait pas grand chose, mais il le fait avec panache.
Voilà, c'est ça, c'est le daron un peu. Après, je suis pas convaincu. Enfin, quand on nous a montré dans les photos promo le grand serpent, ok, c'est Swarm, mais qu'est-ce qui s'est passé pour échanger? Finalement, non. Là, au final, je suis pas convaincu maintenant, parce qu'en termes de temporalité, ça fonctionne plus. Bah, on sait Non, pas. moi, je pense que c'est pas un même perso, mais Non, je pense que c'est plus lui au final. non, Enfin, c'est pas lui. c'est sur un grand, une sorte du de coup, c'est qui grand l'autre? politique de la planète d'origine de Bell et Vinder, sans doute. Mhm. Bon. Oui, c'est ça. Euh, Juste ça. Alors, au niveau du chat, nous avons Tubercule Oursidai qui nous dit que Swarm et Azure ont l'air de vouloir jouer avec le docteur, parce que sinon ils pourraient juste toucher le docteur et la tuer et ce serait fini. Et nous avons Marie, de l'instant T toujours, qui se demande si on peut vraiment faire un arc aussi ambitieux, sans que le final soit décevant. Voilà, c'est une question légitime. Dont nous... Ah, on fait un épisode sur la Nous- Pandorica, là? Bah, tu vas me dire à chaque fois, maintenant qu'on a discuté, la seule déception, ce serait vraiment que tout se résout par un Big Bang et on recommence tout depuis le début. Ouais, bah, du coup, on va Allez, voilà, on va pas. Voilà, on va pas commencer à débattre sur est-ce que le On va final pas. va être décevant, parce que bah, c'est un risque. Bah, et, j'ai envie de de- toute j'ai envie façon, de dire- on verra bien dans 3 semaines. Hein, J'ai envie de moins dire, 3 mais semaines. 3 semaines déjà. Oh. Ah, là, Non, ouais. moi. Moins de 3 semaines, parce que dans 3 Moi, j'ai jours, quand on a même- déjà le prochain épisode. Mais je vois pas comment il peut réparer ça pour ensuite laisser le bail à RTD sans que ça fasse. Peut-être qu'il n'a pas prévu de le casser, va de le réparer, peut-être qu'il va laisser le jouet cassé à RTD. il y a hein, encore on des sait pas. spéciaux après, Parce donc. que oui, c'est vrai qu'il y a des spéciaux après. Éviter le retour au status quo, quoi. Mais bon. C'est toujours le risque. On verra comment ça sera fait. Nous avons juste Julia Fricadel qui dit qu'il aime bien se souvenir. Genre, c'est la fin de l'intrigue contre un gros méchant. C'est rigolo. C'est un peu comme dans une histoire classique. Alors, en vrai, c'est pas fini du tout. On va enchaîner. On va continuer. Et donc, du coup, on l'a déjà bien parlé. Mais on va débattre assez rapidement des personnages de Bell et Vinder. Est-ce que vous trouvez que... Maintenant, on a déjà parlé des personnages séparément, mais ensemble, Bell et Vinder, est-ce que vous trouvez que ce couple, c'est une intrigue, une sous-intrigue qui est pertinente de rajouter? Est-ce que vous trouvez que ça donne du corps à l'épisode? Est-ce que vous auriez pas préféré que ce soit éludé? Est-ce que vous trouvez pas que c'est de trop? Gökhan, qu'est-ce que tu penses de cette histoire d'amour entre Bell et Vinder, et aussi de la question du bébé qui reste en suspens, qui aura sans doute une importance? Bah, sur cet épisode-ci, c'est surtout un petit plot twist au final, parce qu'on suit les deux indépendamment, et ensuite, c'est relié, et au final, bon, c'est pas vraiment quelque chose qui est abordé dans l'épisode. Du coup, bah, forcément, j'attends de voir ce qui en sera fait, même si pour l'instant, je sais pas trop ce que ça peut apporter. Alors bon, la mission, c'est l'amour. Là, c'est vraiment la meilleure réplique de tout Shibno, là. Love is the only mission. Alors là, ça va finir sur un t-shirt, c'est magnifique. Hein. C'est ça, j'ai lu pire à l'arrière de certaines jaquettes VHS quand même. Hein. Après, pour le bébé... ça sur TMBLR, ça va Pour le bébé, il y a énormément de théories sur le bébé. J'espère que ce sera pas le docteur, je sais pas. C'est génial. On sait jamais, hein, mais voilà. Un bébé random que tout le monde s'en fout. Mais en fait, ouais, pour moi, oui, en fait, Arthur, il y a peu de chance quand même. Hein. À la base, je me suis même pas. En fait, bon, effectivement, il y a des chances que le bébé, ça donne quelque chose d'important. Mais à la base, je m'étais pas dit que ça allait jouer un rôle particulièrement important dans le truc. Je me suis dit, ouais, non, oh là là, c'est pour montrer que l'amour, c'est mignon. Ouais, bon. Mais ouais. Et ça rajoute aussi du drame parce que Vinder et Bell doivent se retrouver à travers tous les. Après, faut voir ce qui sera. Ouais. Je crois que ça sera un petit peu dans l'épisode suivant, je sais pas, mais en tout cas, j'attends de voir ce que ça donne. Je pense que ça va continuer à être distillé. Rémi, vu que tu as pris la parole, qu'est-ce que tu penses du couple Vinder-Bell? Est-ce que tu trouves que c'était pertinent à rajouter comme Pertinent. intrigue, sous-intrigue? Après, encore une fois, c'est difficile de juger Ça. pour le moment. Hein. C'est ça, et puis quand on a aussi peu d'éléments, on peut autant trouver ça pertinent que non pertinent, parce que ça reste un greffon en fait sur l'histoire. Là où je trouve que ça rapporte quand même quelque chose, c'est que ça fait écho aussi aux premières scènes où on voit Vinder, où on comprend qu'il est scellé, qu'il a été séparé de quelqu'un, et donc le fait de le retrouver ici, finalement, ça sort pas non plus complètement de nulle part. Donc oui, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que pour le Babé, il faut voir un peu ce que ça va donner, parce que ça peut être soit du gros fanservice, bonjour, je m'appelle Vinder Lethbridge Stewart, ce qui serait complètement pété, ou alors un plot twist très intelligent qui remette du coup pas mal les pendules à l'heure dans la série et qui fasse gueuler plein de fans, puisque à chaque fois ça fait gueuler plein de fans.
Arthur, pour finir, est-ce que tu apprécies le développement sur Méga. ce petit couple de Belle et Vinder? Oui, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ça fait un peu facile à dire, mais ça a permis vraiment à Vinder, un personnage qu'on nous avait lancé avant la saison, qui était bonjour, regardez, ce personnage va être important. Et dans le premier épisode, tu étais là, oui, d'accord, il est bien mis en avant, mais tu vas servir à quoi? Ben, je trouve que ça lui donne du caractère à ce personnage, ça lui donne du corps, et je trouve que les deux sous-intrigues, euh, elles sont assez classiques, hein, parce que le Vinder, c'est un schéma très classique, je trouve, dans des scénarios. On a déjà vu, hein, le gars qui est muté quelque part et qui doit dire à sa hiérarchie oui, je crois que mon maître, que mon N+1, il a C'est fait des un conneries. néocolonialiste tueur de gens. Voilà. Mais ça permet, je trouve, voilà, des scènes touchantes quand même. Ce C'est Han message de Solo. fin qui lui adresse, ce dernier message qui tourne, moi je la trouve Oui. cette scène super touchante. Et Belle, bah, ça ramène du fan service, un peu facile. Les Daleks et les Cybermen qui, au final, pas à grand chose. Mais bon, ça fait quand même plaisir de les voir. Voilà. Ouais. Ne boutons pas notre Donc, plaisir. Belle, c'est un petit peu un mot qu'on dirait inventé pour elle. Je l'ai passé tout. Je me disais qui allait la faire en premier. Mais c'est un Voilà. jeu en fait, on m'a pas prévenu, il y a un jeu Bah, comme bah, ça. c'est T'es ça, passé et de la d'ailleurs- meilleure réplique. D'ailleurs, Non, Belle et Vinder, non. ça me fait terriblement penser à un dessin animé du Club Dorothée. Donc, si vous Belle. voulez que Thomas chante un générique comme il a chanté Le Docteur entre en scène avec Belle et Vinder, mettez-le dans les commentaires, on transmettra. Voilà, donc Thomas, c'est Eh ton ben, yes. anniversaire, tu es malade, tu ne peux pas faire le live, et en plus, on te rajoute du boulot, c'est super. Donc, on va, Donc, il y a pas de on jeu va de mots sur conclure. le papier. Ouais, alors, on va conclure sur l'histoire de Belle et Vinder. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, c'est sûr que pour le moment, c'est juste une introduction sur quelque chose qui va se développer sur les 3 autres épisodes. Pour le moment, difficile de dire si c'était une bonne idée ou pas. J'ai peur, personnellement, que ça tourne un peu dans le cucu. Un peu à la manière du docteur et de River Song, finalement, sous l'ère Moffat. En plus, désolé, mais moi, le plan de fin où tu vois séparer la pauvre Belle et le pauvre Vinder, moi, ça me rappelait la fin de saison 2 avec Doomsday et Rose Tyler, machin. Des souvenirs qui sont pas forcément chers à mon cœur, mais je sais que je suis un petit peu minoritaire dans Et la seule. la communauté. L'amour est la seule mission, c'est beau, c'est pur. Si vous voulez que beau. Thomas chante une chanson d'amour, Oui. Mais oui, c'est le générique de Belle et Vinder, c'est ça. L'amour est la seule. ouais. Bon. Qui Allez, veut faire Belle? il est 22h10, il est tard. Calmons-nous, on va se diriger sur la fin. Et donc, du coup, nous allons parler, tout simplement, du cliffhanger. Et donc, du coup, on n'en a pas parlé, mais pendant tout l'épisode, Yaz, elle était pourchassée par des anges pleureurs, et à la fin, les anges pleureurs prennent le contrôle du TARDIS. Et ça, c'est terrifiant. Et ça, c'est terrifiant. Et C'est donc, vrai. du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce cliffhanger? Et surtout, quelles sont vos attentes sur Village of the Angels, qui est le nom du prochain épisode? Gökhan. Alors, je sais pas trop. Alors, bon, de base, je dirais que j'espère qu'ils feront des choses différentes que ce qu'ils ont fait avec les anges jusqu'à présent, parce que C'est Au début, les édité anges- par le producteur, hein, ça je le dis, Mass Revens a dit Bon, qu'ils voilà. ont un rôle au différent. début, les anges étaient bien, après, c'était trop. Mais Joe dans le chat est peut-être en train de convulser. Ça va aller, Draco. non, mais du coup, j'attends de voir. Grâce à Clara. Du coup, j'imagine qu'on en saura plus sur tout ce qui tourne autour de Claire. Bah, oui, elle est j'ai au vu. centre de cette histoire, sans doute. Voilà. Il y avait la théorie que j'ai lue d'une certaine personne qui est peut-être dans le chat actuellement, comme quoi les anges auraient peut-être un rôle inverse de d'habitude. Et c'est soulevé aussi dans la dernière vidéo des Pepper Pot qui est sortie ce soir et que vous n'avez peut-être pas eu le temps de voir encore. Parce qu'il soulève le fait qu'effectivement les anges pourraient peut-être juste souffrir de cette histoire de temps qui va à l'eau alors que c'est leur source d'énergie et qui veulent juste apporter leur aide. Ken, je t'écoute donc du coup. Ouais, et donc voilà, donc j'attends de voir ce qu'ils en feront avec cette histoire de village, parce que un village complet touché par des anges, du coup c'est un peu
Bon, ça met dans l'ambiance tout de suite. Après, Ça juste va, ils ont pris tout Manhattan, alors un petit village. Après, Je ça me met rappelle pas oui, des mais mauvais bon, l'ambiance souvenirs c'est pas comme la ça. même. Après, petite mention quand même pour le moment où ils ont plus ou moins inclus les 2 jeux vidéo qui contiennent des anges, même Call si of c'est pas Duty. vraiment les vraies images du jeu, avec le téléphone et la console. Mhm. Voilà, petite mention à ces références-là aussi. Et Du coup, toi, ouais, tu as j'attends. aimé? Ah, les anges, bah j'attends. Bah, Non, t'as aimé tout le rapport avec les jeux vidéo, machin, toi, t'as trouvé ouais, ça intéressant, bah, intelligent. oui, 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 ça rappelle les choses qui se font un peu à côté de la série et qui ne sont pas Big Finish pour une fois. Arthur, au lieu de bouder parce que Gökhan a critiqué Big Finish, calme-toi. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu as pensé des interventions des anges dans cet épisode, du cliffhanger, et qu'est-ce que tu attends du prochain épisode? Bah, j'attends que les anges soient bien écrits et j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça rigolo le petit jeu, on aurait dit un espèce de Resident Evil, période PS2, mais c'était un peu marrant. Allez, version PS2 avec des graphismes de la PS3 pour être gentil. Mais bon, c'était rigolo et c'était rigolo l'instant, qu'il y avait Hmm. juste avant avec, voilà. Après, bah, allez, on les a vus, mais on les a pas vraiment vus, on a juste, «Qu'est-ce que tu fais bloqué, dans le vortex temporel toi?» On Ouais. n'a pas de réponse parce qu'ils savent pas parler et disons que ça oui, ça fait un cliffhanger sympa. Maintenant, bah, en fait, tu vois, c'est-à-dire que moi, j'ai passé tout l'épisode à être, en mode danse et on a eu un épisode super dense, sur tous les personnages. Il était vraiment intéressant. Puis après, on a cette espèce de finale très doux où on apaise tout le monde avec, le rythme ralenti, avec Vinder, avec, qui cherche sa copine et tout ça. On s'apaise tout, voilà. Donc du Hmm. coup, moi, j'étais bien comme ça et puis on m'a rajouté le cliffhanger. Je n'en demande je le demandais pas forcément et il fait pas trop, mais en même parce qu'il s'est évidemment accroché pour la suite. Maintenant, voilà, je le trouve pas spécialement incroyable, mais voilà. D'accord. Donc du coup, avant de donner la parole à Rémi, nous avons Theta Sigma dans le chat qui nous dit que l'ange dans le Tardis détourne peut-être le Tardis pour amener le docteur jusqu'à ce village et cette époque pour demander de l'aide, car après tout, le flux touche tout le monde et donc probablement bah, eux aussi, surtout comme on le disait, parce qu'ils se nourrissent de l'énergie temporelle. Rémi, qu'est-ce que tu attends de ce prochain épisode? Bah, j'attends que les anges soient en effet mieux écrits et j'aimerais les voir un peu interagir différemment que «Ouh là là, on va envoyer des gens dans le passé. Oh, oh, c'est dangereux quand même!» Parce que pour l'instant, les anges, ça avait plus ou moins été que ça. C'est pour ça ça me fatigue, ces monstres-là. Donc là, de les voir en effet prendre le Tardis et c'est vraiment une décision consciente en plus. C'est la première fois, je crois, qu'on voit un ange qui, en clignant des yeux, ne cherche pas à toucher quelqu'un pour l'envoyer dans le passé, mais à faire une action différente. Donc ça, en soi, c'est intéressant. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a eu d'autres exemples par le passé, je les ai oubliés. Mais en effet, peut-être enfin comprendre ce qu'ils veulent vraiment, comment ils fonctionnent, c'est quoi leur vraie motivation derrière, parce qu'en fait, on sait rien des anges. C'est toujours eu de l'énergie temporelle, mais c'est plus ou moins tout. Donc ça peut être un épisode assez charnière dans la réinvention de ces monstres, justement. Mhm. Des Mais monstres qui étaient complètement steak, première fois qu'ils ne sont pas écrits par des un Time Lords créateur déchus, d'ailleurs. bien sûr. Mmh. Mmh. Oui, il y Euh, a cette théorie effectivement que les anges étaient avant des Time Lords. On te laissera juger. Cet épisode Village of the Angel comme ça a l'air d'être un épisode qui semble plus séparé de la grande histoire. Est-ce que vous pensez qu'il sera bien relié à Flux ou est-ce que vous pensez que ça sera plus une respiration un peu plus filler dans l'histoire? Rémi, tiens. En 6 épisodes, tu peux pas te permettre de respirer. T'es là, t'es sous l'eau là. Donc non, je pense que la bande-annonce cherche à nous en montrer le minimum et que tôt Ouais. ou tard, on rattachera ça au Xuluf, de manière générale. Arthur, tu es d'accord avec Rémi? Ça sera pas un épisode filler? Bah non, puisque moi j'ai passé tout le live à dire que l'épisode qu'on a vu était juste un épisode pour calmer tout et tout. Si c'était encore un épisode où on se calmait, bah on se serait un peu chié, je pense. Seul point positif qu'on a vu dans la bande-annonce, enfin très positif, il y a Gibbs qui débarque enfin, l'acteur qui joue dans Ouais. Pirates des Caraïbes. Donc moi j'attends beaucoup de Il lui. joue le professeur Jericho. Voilà. Gökhan, pour conclure. Bah, je pense plus que
Alors, filler, je sais pas, mais au moins que ça prendra un peu le même genre de rôle que War of the Sontarans, peut-être plutôt. Oui. C'est-à-dire quelque chose d'un peu plus, voilà, d'un peu plus classique, une respiration peut-être. Alors une respiration tendue, mais quelque chose qui devient un petit peu, qui apporte un autre aspect à de la chose. Et ouais, voilà. Voilà. Bon, en règle générale, on peut espérer quand même un épisode qui soit un peu plus flippant, qui soit un peu plus sombre dans sa thématique, dans sa photographie, sa réalisation, et une utilisation pertinente et intelligente des anges, ça serait déjà pas mal. Et ensuite, effectivement, que ça continue de développer ce mystère du flux qui, mine de rien, n'a plus que 3 épisodes pour arriver à son terme. Donc il y a encore du boulot pour la saison. Alors, c'était un live qui a été quand même dense, parce que on a parlé d'un épisode qui quand même était dense. Est-ce que vous avez des choses à rajouter qu'on aurait oubliées, dans le chat aussi? Rémi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je vends une Non, chaîne. Arthur. Moi, même, je veux le rappeler parce qu'on l'a déjà pas mal de fois dit, mais je trouve que c'est un épisode où vraiment nos acteurs nous ont prouvé qu'ils avaient du bon jeu. Et ça fait tellement du bien de voir Jodie, et il y a Jodie en train de jouer une meuf policière qui raconte juste rien. Qui rajoute sa J'ai vie, envie d'avoir une série avec elle deux. Ah, mais mais ça fonctionne tellement bien cette scène. Moi, j'ai vu ça, j'étais là, oh, mais oui, faites-moi ça tellement souvent, faites-moi ça plus souvent en fait. Et tu vois en plus dans le behind the scene qu'elles ont une super chimie de base. C'est pas du tout forcé entre elles deux, quoi. C'est juste génial. Tous les acteurs, hein, Yaz, Mandy Bdill, quand elle reprend le rôle face à Vinder, elle le joue super bien. Dan, il joue super bien le chien. Enfin, Il joue super bien le chien. Bah ouais, je trouve ça drôle. Non, oui. Moi, je vais rejoindre là pour le coup Arthur, qui, je trouve que la personne qui s'en sort le mieux, pour le coup, c'est qui tire son épingle du jeu, c'est Mandy Bdill. Je l'ai trouvée incroyable. Elle a une aisance folle pour jouer tous les rôles. Vraiment, elle m'a vraiment épaté. Et elle a prouvé que vraiment, elle avait du talent à revendre et c'était vraiment chouette. Effectivement, bravo au cast qui a tenu un épisode pas facile. Et même depuis le début de saison en général. Hein. Je vais même nuancer en disant Mandy et Jodie, parce que Jodie a vraiment traversé. Jodie Whittaker en soi, elle avait plus rien à prouver, alors que Mandy Bdill restait jusque-là dans le rôle de la compagne entre guillemets, alors que là, elle a explosé dans des rôles assez différents. C'est pour ça que c'est vrai qu'elle a rien. Vraiment, le point positif, c'est vraiment Mandy Bdill. Gökhan, quelque chose à rajouter peut-être? Bon, pas spécialement. Peut-être juste après l'histoire de comme quoi le flux serait à cause du docteur. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'elle aurait causé. Ou c'est une réaction. Ou plus, voilà, quelque chose qui serait soit une réaction, soit quelque chose qui a été fait pour la contrer, justement, par quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, après, ça, c'est vraiment des choses qu'on saura, j'espère, d'ici 3 épisodes. Oui, alors dans le chat, nous avons Fitzcool qui nous dit qu'on n'a pas parlé de Williamson. Effectivement, Williamson, il est là, il rencontre Dan, il fait piou-piou, il dit attention, les particules ça tue, et il repart. Et donc finalement, ça fait quand même 3 épisodes qu'il arrive, il fait un truc et il repart. Donc si on n'en a pas parlé, je pense que c'est aussi parce que finalement, pour le moment, on est vraiment perplexe et on ne sait pas trop quel va être le rôle de Williamson. Et on attend la réponse, mais on n'a pas grand-chose à dire de plus. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur Williamson? Vas-y. Pour le moment, c'est un mystère total. Mais... Je vais juste dire que j'ai hâte du coffret Big Finish où il intervient juste dans des grandes scènes pour dire « Oh là là, attention !» et il frappe et il repart. Et c'est que ça, en fait. Bonne compagnie, arrêtez de la faire chier. Elle fait juste 72 coffrets par personnage secondaire, Arthur. Justement, ça leur donne de l'importance. Et nous avons aussi Zell Yenix qui nous dit au final, Jodie est un très bon docteur, mais je vois pas pourquoi il y a ce au final parce que ça fait 2 saisons qu'elle est. Ouais, ça fait 2 saisons et demie. On est déjà à la moitié de sa dernière saison. Le premier épisode, moi, il m'avait convaincu pour que ce soit un bon docteur. Hein. Mais bon, effectivement, pour répondre à cette deuxième question, oui, nous allons sans doute pleurer lors de sa régénération, mais nous avons le pass et dans encore un an, donc on a encore un an avant de penser au fait préparer. Je pense qu'on va conclure parce qu'il est déjà 22h20, on a déjà pas mal empiété sur le programme, désolé Robin, il va nous taper sur les doigts parce qu'on a été un peu long.
Je remercie quand même les personnes qui nous ont follow pendant ce live. Donc merci à Andres Hassan, désolé si j'écorche ton pseudo, à Zelgienix et à Uranium Sigma. Merci à vous, c'est très aimable. Merci beaucoup. Pour le live Third History, Thomas risque quand même de s'en sortir de sa petite maladie, de revenir à la présentation jeudi prochain. Jeudi prochain, nous aurons le retour de Thomas et nous lui faisons des gros bisous. On lui souhaite encore un excellent anniversaire qui n'est pas forcément son meilleur anniversaire quand même, mais on t'aime. On te fait des gros bisous. Et donc, du coup, très fort à toi et t'as 1 semaine pour écrire les paroles de la chanson. L'amour est la seule mission, Thomas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ce sera une autre équipe la semaine prochaine, mais donc jeudi prochain 21h, le rendez-vous est déjà pris. Il y aura du Third History qui débattra de Village of the Angels. On vous remercie de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés pendant ce live qui était dense comme l'épisode, et on vous embrasse très fort. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Bonne nuit et merci à Robin pour la régie. Voilà, et oui, merci à Robin pour la régie. L'amour. Bonne nuit Robin, désolé de t'avoir fait veiller si tard. Nous avons Theta Sigma et Fitzgoon qui nous a suivis aussi. Il y a Robin qui vient de me le dire à l'instant. Je ne sais pas si on est encore en live, mais en tout cas ça a été dit. Cette fois on part. Voilà. Des bisous à tout le monde. Des bisous.